Bienvenue dans toutes les France, islamistes, djihadistes, salafistes, terroristes, des mots qu'on ne cerne pas toujours, mais décryptage avec nos invités aujourd'hui dans toutes les France, avec Abdelazim Eddefraoui. Vous êtes politologue, réalisateur de documentaires, auteur d'un ouvrage très remarqué, Al-Qaïda par l'image, publié aux éditions des Presses universitaires de France, avec un sous-titre, La prophétie du martyr. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Nawfal Brahim Elmili, vous êtes professeur à Sciences Po, auteur d'un ouvrage que vous avez intitulé Pas de printemps pour les Arabes et que l'éditeur a intitulé Le printemps arabe, une manipulation, publié aux éditions Max Milo. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. De l'autre côté de notre plateau, Mohamed Ali Hadraoui, vous êtes chercheur et enseignant à Sciences Po, également chercheur à l'Institut européen de Florence, voilà, je l'ai placé, et vous êtes aussi auteur d'un ouvrage intitulé Le salafisme du Golfe aux banlieues, qui est le résultat de votre thèse de doctorat, donc consacrée au salafisme, particulièrement en France. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à vos côtés, j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Louis Bruguière, ancien juge antiterroriste, auteur de nombreux ouvrages. On va citer le dernier et qui concerne particulièrement notre émission d'aujourd'hui, Les 100 mots du terrorisme, publié aux éditions des Presses universitaires de France, et Ce que je n'ai pas pu dire, chez Robert Laffont, qui a été traduit, mais alors carrément dans toutes les langues, Jean-Louis Bruguière. Non, en roumain pour le moment, peut-être, j'espère d'autres langues bientôt. Voilà. Abdelazim Eddefraoui, Al-Qaïda par l'image, vous avez tenté de décrypter la communication d'Al-Qaïda qui utilise tous les ressorts d'une grande agence de presse internationale. Grande agence de presse internationale, ça peut être exagéré, mais c'est des gens très organisés qui ont réfléchi à une stratégie de communication depuis 30 ans, depuis l'événement fondateur du djihadisme moderne, à savoir la guerre en Afghanistan contre les soviets à l'époque. Et depuis là, ils ont vraiment développé une stratégie de communication très cohérente, avec un langage visuel très cohérente, qui donne aujourd'hui la cohésion à un mouvement qui est relativement éclaté, à savoir qu'est-ce que des Maliens ont en commun avec des Saudiens, avec des gens au Waziristan, c'est leur communication et leur façon de se présenter et leur langage visuel. Ils communiquent sur le fondement d'un discours qui est très rodé, avec quelques leitmotivs. C'est le fait qu'ils soient musulmans qui fait qu'ils communiquent entre eux de manière efficace? Non, je pense rien à voir avec le fait qu'ils sont musulmans, ils sont des djihadistes. Ils ont réfléchi, même dans le grands essais écrits, sur une stratégie de communication pendant 30 ans. Et aujourd'hui, on voit que la stratégie de com est payant. Par exemple, regardons ces images très célèbres de Murta Ben Murta. Si on voit une vidéo de lui, on voit tout de suite que c'est une vidéo djihadiste de Al-Qaïda avec une symbolique très claire, avec le drapeau noir détourné, avec le shahada musulman. Et cette langage... Il y a un logo qui rappelle certaines chaînes de télévision. Oui, aussi de logo, mais ça c'est plutôt Al-Qaïda central qui s'est calé sur le logo de Al Jazeera. Donc ils font ça relativement professionnellement, avec vraiment une calligraphie très jolie, avec un symbolisme qui donne la cohésion à des groupes complètement éclatés, théoriquement, à Al-Qaïda, ses franchises, et à d'autres groupes djihadistes dans l'orbite. Jean-Louis Bruguière, sur les mots utilisés au quotidien, surtout dans ce contexte de guerre et d'intervention française au Mali que nous connaissons, islamiste, hein, c'est dans les médias. La France est au Mali pour déloger les islamistes, d'autres parlent de djihadistes, il y a les salafistes qui sont présents, narco-djihadistes, islamo-gangstérisme. Nous sommes submergés de mots de vocabulaire que nous ne saisissons pas toujours. Je crois que c'est un élément très important et central et qui n'est pas uniquement un problème purement idéologique, mais qu'aussi qui est un problème politique. Le problème de la sémantique est un problème extrêmement important. Et je crois que la très grande difficulté, moi je l'ai éprouvé personnellement lors de mes communications dans des conférences, c'est la racine islam. Bon. Parce que dès que vous parlez d'islamisme, vous parlez d'islam. Et qu'il est évident, c'est très très mal ressenti par ceux qui ne sont pas, ils donnent le sentiment de ce que, en fait, on fait une guerre contre l'islam. On est un peu dans le conflit des civilisations, le clash des civilisations de Huntington, ce qui n'est pas du tout ça. Alors on a un vrai problème de communication. Pas du tout ça, mais ce qui est un peu ça quand même. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je veux dire, non, ceux qui posent problème sont une infime minorité. Hein, je veux dire, numériquement en France, c'est peut-être une centaine, peut-être même encore moins, si vous voulez, par rapport à 6 ou 7 millions. Donc on a un vrai souci. Non, mais ceux qui posent problème ne sont pas forcément... On va en parler. Ça, ce sont les djihadistes. Ceux qui ont une conception radicale. Alors, si vous voulez, moi je pense que j'utilise pas islamisme, je parle islamisme radical,
par rapport à fondamentalisme. Le fondamentalisme, c'est une posture politique qui est défendable. On peut la critiquer comme le wahhabisme. Le radicalisme, c'est le saut de la violence, c'est-à-dire d'utiliser des concepts idéologiques pour justifier le recours à la violence, donc par le djihad violent, qui est différent. Alors, je voudrais directement rajouter quelque chose, parce que le point que le juge Bruguère a soulevé, c'est d'une importance cruciale. Le terme islamisme utilisé aujourd'hui est presque dénué du sens. On dit islamisme et ça comporte des mouvements de la partie gouvernementale en Turquie, l'islamisme politique en Égypte. Donc si on fait la guerre contre cette tendance politique-là est au pouvoir dans plusieurs pays aujourd'hui. Et si on fait la guerre contre l'islamisme, qui est vraiment quelque chose de très large, on fait la guerre pas uniquement contre l'islam, mais des gouvernements alliés en partie. Donc il faut vraiment redéfinir le vocabulaire et être très précis quand on fait ce genre de... Contre le radicalisme, rien n'est parfait, parce que le problème des mots est un problème très compliqué. Mais le radicalisme indique bien qu'on est passé dans quelque chose, donc dans une violence qui est, et du reste... Est-ce qu'elle est forcément, donc le radicalisme veut dire violence armée, violence... Oui, c'est le recours à la violence, y compris contre des populations civiles, avec un fondement théologique qui est dévoyé. Bon, voilà, extrémiste. Oui, Mohamed Ali Hadraoui, sur un petit retour peut-être en arrière sur les raisons de l'émergence de cette terminologie très présente dans les médias aujourd'hui. Avec plaisir. Vous savez que mal nommer les choses, c'est en ajouter au malheur du monde. Alors revenons à l'histoire, comme disait Foucault, que nous avons une génération qui... Le premier c'était Voltaire, le deuxième c'est Foucault. Aussi, tout le monde le dit de toute façon. Donc nous avons au début du XXe siècle la naissance de ce qui sera appelé plus tard l'islam politique, autour notamment d'un mouvement qui s'appelle les Frères musulmans, qui est la matrice de l'islamisme, cette lecture politique et sociale qui cherche à mettre plus d'islam dans la société, pour faire vite, et dans l'État aussi, par exemple. Dans les années 50, du fait d'une radicalisation de certains frères musulmans, certaines personnes parmi ces frères musulmans commenceront à se dire islamawiyin, des islamistes, donc des musulmans conscientisés, lucides, qui font une lecture beaucoup plus objective, beaucoup plus large et beaucoup plus exigeante de la religion. Certains d'entre eux, dans les années 70, vont commencer à user d'une violence politique contre l'État égyptien. Donc, par exemple, Ayman Zawahiri, donc, qui est aujourd'hui à la tête d'Al-Qaïda, et vient de ces mouvements, donc ces Jamaat Islamiyya dans les années 70 en Égypte. Et avec les années 80, ce combat contre les ennemis, les États qui sont censés être mauvais musulmans, tenus par de mauvais musulmans, ces organisations vont trouver un terrain de jeu beaucoup plus grand en Afghanistan, comme le disait Abdelhadim Defraoui, et ça va mondialiser, si vous voulez, un concept important, ou du moins une vision d'un concept qui est le djihad. Le djihad va devenir, de ce point de vue-là, d'après ces gens-là, armé, et devra concerner tous les ennemis de l'islam, par exemple les occidentaux, ce qui ira jusqu'à amener au 11 septembre 2001. Donc vous voyez le spectre... Alors c'est très rapide, effectivement, mais tant mieux. Hein, pour, je suis là pour ça. Mais quand même, les concepts qui sont purement religieux, qui passent sur le plan politique, comme la question du djihad, alors que quand les théologiens vous l'expliquent, ils disent c'est un effort sur soi, une espèce de spiritualité progressive à travers le temps, à la lecture des textes sacrés, etc. Alors que là, vous en avez une conception totalement politique de conquête du pouvoir. Parce que nous parlons de ces groupes-là. Mais par le djihad, il y a quelques années, en 2008, vous avez quelqu'un à Londres qui s'appelle Sheikh Al-Qadri, qui a fait une négation, qui a contre-argumenté contre ceux qui faisaient une lecture violente, véhémente du djihad, et qui a fait une autre lecture. Donc c'est tout ça pour dire que ces la termes-là... diversité du vocabulaire vient, pour que nous puissions le comprendre, de cette diversité d'interprétation au sein des organisations... Deux choses de manière assez simple. Première chose, de l'extraordinaire diversité de ce qu'est l'islam en tant que religieux et en tant que pratique, bien évidemment. Mais deuxième chose, et c'est peut-être beaucoup plus important, et là j'ajoute une chose par rapport à ce qui a été dit, les interprétations et les instrumentalisations et manipulations politiques qu'on en fait. Par exemple, aujourd'hui, on dit que nous sommes en guerre non pas contre l'islamisme, qui est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait dire, mais contre le djihadisme. Mais même ça, c'est faux. Parce que nous sommes en guerre contre les djihadistes qui sont contre nos intérêts. Regardons la Syrie, par exemple. La Syrie, aujourd'hui, vous avez des groupes comme Jabhat al-Nusra, qui sont plus ou moins d'ailleurs bien vus par les Américains. Vous avez d'autres groupes, n'est-ce pas, qui combattent contre Bachar el-Assad, qui est plutôt allié de l'Iran. Et en ce sens-là, leur djihadisme violent ne nous pose pas trop de problèmes. Comme ce fut le cas pour Ben Laden. Par exemple. Donc ça dépend du contexte et ça dépend surtout de l'intérêt politique qu'il y a derrière. Oui. Monsieur El-Meli, l'utilisation par François Hollande du terme terroriste, quand il parle de ces djihadistes qui sont au Mali, que l'armée française tente de déloger, est-ce qu'il prend des précautions pour ne pas justement prononcer des mots en lien avec la religion? Il prend des précautions, mais il s'appuie sur une réalité. Ces gens ont terrorisé des populations, d'une part, et d'autre part, juste après, ils ont commis un attentat terroriste en Algérie, donc il y a des fondements. Mais bien sûr,
il prend des précautions par rapport à l'islam qui est, comment dirais-je, qui est un mot, si on l'utilise tout en voulant rester dans le politiquement correct, on ne dit pas grand-chose. Donc c'est compliqué. Ce que je voudrais, après l'histoire, je rebondis sur l'actualité. Oui. Aujourd'hui, au Normalie, ces terroristes, comme les appelle le président de la République, sont aussi leur renouveau et aussi l'enfant du printemps arabe. C'est très clair au Normalie et en Syrie, ce qui m'a frappé. Et on voit les discours religieux. Et en Syrie, on a trouvé des jeunes qui ont quitté des banlieues françaises et qu'on a retrouvé faire le djihad en Syrie. J'en ferai deux choses. L'imam Qaradawi, qui est labellisé musulman modéré, a lancé un appel au djihad en Syrie. Le rétropédalage du 7 janvier par Shir, qui est le mufti du royaume saoudien, une fois qu'il y a un mouvement djihadiste en Syrie qui a été mis sur la liste des terroristes américains, il a dit pas de djihad en Syrie. Donc là, entre ce qu'on appelle l'islam modéré par Qaradawi qui lance des appels au djihad. Non, mais ça c'est exactement la raison, même si, pour ceux qui suivent pas forcément ces détails de l'actualité, pour laquelle on est en pleine confusion. C'est-à-dire que il y a des termes qui sont utilisés, qui ont visiblement, selon votre raisonnement, une justification politique, puisque d'aucuns appellent au djihad, d'autres parlent d'islamistes, le président parle de terroristes. Donc on n'arrive pas forcément à décrypter qui est qui sur le terrain et qui est notre véritable ennemi. Si ennemi il y a. Jean-Louis Bruguière, sur le cheminement, on va y venir, de cet embrigadement dont on parle. Monsieur Elmillet a abordé la question de ces jeunes. Un plan purement opérationnel, un peu mon expérience d'un certain nombre d'années. Si vous voulez, il y a ce qu'on appelle le printemps arabe, de mon point de vue, n'a pas eu d'incidence directe sur ce qui se passe au Mali. Pourquoi ? Parce que le groupe, par exemple, l'AQMI est lié au GSPC et lié au GIA. C'est une transformation qui s'est faite en 96 avec. Alors c'est le groupe islamique armé d'Algérie. Le groupe islamique armé qu'on a bien connu dans les années 90 avec Zitouni et autres. Après, qui passe au GSPC avec une alliance avec Al-Qaïda, le formel. Et puis après, on passe à l'AQMI. L'AQMI, c'est 2007. Donc avec Drungdal qui voilà le Mazeri. Donc il y a en fait une filiation. Et puis il y a les branches sahéliennes. Bon, on va pas y revenir. Vous avez après il y a des groupes qui vont se naître comme le Moujao ou en Sardine. Mais en Sardine c'est les Touaregs. C'est des choses différentes. Touaregs islamisés qui est en fait la vitrine. Ce qui est intéressant, qui pour moi est la vitrine d'AQMI. AQMI a compris par contre que le printemps arabe pouvait avoir des problèmes qu'il ne pourrait pas régler, et donc il a récupéré dont Yaga Gali, et il l'a mis, qui était déjà très islamisé, comme étant la vitrine et pouvant le prévenir. Alors comment vous expliquez, comment vous qualifiez ces organisations? Ben, si vous voulez, ces organisations, incontestablement, l'AQMI, si vous voulez, si on voit, par exemple, un élément très important, ça a été la nomination de Yahya Hammam, donc en octobre dernier, émir du Sahel par Drungdal. Ça a été un changement, parce que Drungdal a dit on ne peut pas continuer à avoir une dérive mafieuse comme celle qui se produit au sein de l'AQMI. Donc il a voulu recentrer l'idéologie. Mafieuse, Jean-Louis Bruguière, vous dites que ce sont des gens qui vivent le trafic. L'argent que vient de l'AQMI provient, on le sait bien, des rançons qui sont payées, et puis surtout du contrôle des trafics, notamment le trafic de drogue en provenance d'Amérique latine. Donc là, on est bien loin de la religion et des principes religieux. Et donc là, il y a eu un recentrage, pour ça qu'on parle des narcoterrorismes, enfin on peut tous les utiliser. Il y a eu un recentrage qui a été fait avec Abou Zaïd en particulier. Mais Abou Zaïd est très proche dans Sardine. Donc si vous voulez, on voit bien le lien. Et d'où la posture différente de la France qui dit, nous on ne veut pas négocier avec en Sardine parce que c'est une organisation terroriste, on la range du côté de l'AQMI, alors qu'il y a d'autres pays qui disent non, en Sardine, il faut négocier avec en Sardine comme avec le MNLA. Et là, je pense que ce qui s'est passé nous a donné raison dans notre analyse, en tout cas, bon, parce qu'on a bien vu qu'en Sardine, on a beau dire qu'en Sardine a été provoqué probablement par Bamako, enfin, toujours est-il que l'opération a été menée par le Moujao en Sardine et d'autres. Donc on est devant un ensemble d'organisations qui sont constituées, je veux dire, indépendamment, je veux dire, du printemps arabe, et en tout cas, en relation directe, il y a eu le renforcement de cet effet avec l'effondrement du régime libyen, ça c'est certain. Abdelazim El-Defraoui. Malheureusement, je dois vraiment fortement contredire mon cher collègue et ami Elmillet. La phrase les djihadistes sont les enfants du printemps arabe, c'est complètement faux. C'est-à-dire, ils ont des enfants de 30, 40, 50 ans de dictature dans le monde arabe. Et avant tout, concernant le Mali, de la dictature militaire algérienne.
Le printemps arabe a commencé en Algérie, au début des années 90, avec une répression qui s'est terminée avec une répression féroce qui a finalement amené à la radicalisation de gens qu'on appelle aujourd'hui Al-Qaïda au Maghreb islamique et qui a radicalisé toute une frange de la population. Donc aujourd'hui, en effet, le djihadisme profitent du printemps arabe, du fait qu'il y a une insécurité en Libye, qu'ils ont pu obtenir des armes en Libye, que le régime de Bachar al-Assad ne fait pas de concessions, donc les djihadistes sont un jeu facile en Syrie, mais ils ne sont pas les enfants du printemps arabe. D'accord. Alors un mot de réponse. Je dis le renouveau djihadiste, ils étaient toujours là. Il y a eu ce que j'appelle le Jihad Tour, qui a commencé en Afghanistan, Somalie, Tchétchénie, bien sûr, et là, à cause du printemps arabe, où il y a les armes qui sont venues de Libye, où ils s'interprétent, et là, on voit un nouveau djihad, ce que je risque, qui risque d'avoir lieu, c'est le djihad Paris-Dakar. Et là, c'est un risque. Mohamed Ali Je peux me Raoui. permettre de dire deux choses, s'il vous plaît. Tout d'abord, raisonnons en termes de génération. Donc, par exemple, mes collègues ont tout à fait raison, dans la mesure où il faut raisonner en termes de génération et de stade, entre guillemets, du djihad. Dans la mesure, comme je vous le disais, il remonte au moins aux années 70 en Égypte, avec un changement de dimension dans les années 80, et ce qui sera interprété comme le signe de la prédestination divine en faisant tomber, du moins en Afghanistan, les armées soviétiques. Nous avons d'autres générations. Les années 90 sont fondamentales par rapport notamment au contexte français, puisque nous avons vu donc le GIA, l'AIS, donc des émanations de certains mouvements islamistes, mais tous les islamistes ne sont pas violents. Certains sont légalistes, on les voit encore aujourd'hui au pouvoir, par exemple, Nahda en Tunisie, on le voit en Algérie, au Maroc, en Égypte ou ailleurs. Cette branche violente, n'est-ce pas, a mué, ou elle a muté si vous voulez. Elle a un courant est resté plutôt proche de Ben Laden avec la création d'Al-Qaïda, et des courants sont restés entre guillemets plus centrés sur l'État et sur la nation. On l'a vu, et ces mouvements aujourd'hui, si vous voulez, ces deux tendances ont souvent, par exemple au Mali ou ailleurs, ou en Somalie ou au Yémen, tendance à fusionner. Dans le cadre et ça c'est très important, dans le cadre du délitement d'États, avec notamment la chute des dictatures, avec bien sûr la pauvreté endémique, avec le contexte géopolitique régional et international, nous avons une conjonction de facteurs qui font qu'aujourd'hui, eh bien, ils sont beaucoup plus visibles, et leur effort est beaucoup plus prégnant. Alors quelque chose qui inquiète énormément, vous en avez parlé, Monsieur le ministre, c'est l'embrigadement d'un certain nombre de jeunes qui décident de partir, que ce soit en Syrie, en Afghanistan, voire au Mali pour certains. On va revenir sur ce processus d'embrigadement de Mohamed Merah et on commente juste après. Regardez. Côté face, c'est un passionné de moto et de voiture. Mohamed Merah, un jeune homme qui semble profiter de la vie. Son enfance, ici au quartier des Izards, est chaotique. À 5 ans, ses parents divorcent. Il reverra très rarement son père. Jusqu'à ses 13 ans, le jeune Mohamed est placé dans des foyers et change presque chaque année d'école. Pourtant, ses amis décrivent un adolescent paisible. Ouais, on a grandi ensemble, on est issus de la même cité, voilà, on a fréquenté la même école, après voilà, chacun a tracé son chemin et lorsqu'on se voyait, c'était toujours un plaisir de se revoir et bon voilà, c'est un jeune comme nous quoi, qui profitait de la vie tout simplement. Il a un physique qui est attirant, même pour les voisines, elles m'en parlaient souvent. Donc personne ne se méfiait, tout le monde l'aimait bien, c'était un bon voisin. Côté pile, Mohamed Merah tombe rapidement dans la petite délinquance, caillassage de bus, vol de portable ou de scooter. Il est renvoyé de l'atelier de carrosserie où il travaillait comme apprenti. À 18 ans, il arrache le sac à main d'une vieille dame. Il connaît alors la prison pour la première fois ici à Toulouse-Cesse. D'après la justice, c'est derrière les barreaux qu'il découvre la religion. Pourtant, ses gardiens disent n'avoir jamais repéré un comportement extrémiste. Ni barbe, ni djellaba, ni une tenue vestimentaire qui laisse penser qu'il était dans des mouvements terroristes ou islamistes. Il a été sous influence de certains, peut-être un petit peu dedans, qu'il les ait retrouvés dehors, ça c'est clair. Mais pas vraiment à l'intérieur, quoi. Le psychologue chargé d'expertiser Mohamed Merah en prison avait lui aussi repéré un intérêt croissant pour l'islam. En 2009, dans son rapport, il explique « Merah a entrepris la lecture du Coran. Il évoque des convictions religieuses, il fait la prière et respecte le ramadan. » À l'époque, et peut-être que cela se confirmera, sa propension à se pencher vers la religion, vers le Coran, pouvait être interprétée comme une façon plus ou moins symbolique de retrouver son père. Il est rentré dans une espèce de tunnel de radicalisation et je pense qu'il n'a pas pu sortir de cet engrenage dans lequel il s'était mis.
Plus tard, Mohamed Merah fait également une tentative de suicide en prison. Ensuite, quand il sort, il se rapproche de l'idéologie islamiste radicale. Il effectue au moins 2 voyages en Afghanistan et au Pakistan, jusqu'à devenir le terroriste qui a tué 7 fois de sang-froid. Mohamed Ali Hadraoui, c'est un parcours qui peut être entre guillemets classique d'un jeune délinquant qui c'est un parcours qu'on peut retrouver, mais il n'y a plus de profil type, si vous voulez. Il y a des points communs, mais aujourd'hui on assiste à une explosion, si vous voulez, des justifications. Regardons, quand je parlais de génération tout à l'heure, en France, et si on veut se focaliser un instant sur la France, entre Khaled Kelkal, Zacharias Moussaoui et Mohamed Merah, nous avons des points communs. Sur un plan personnel, famille monoparentale, une gestion de l'histoire familiale un peu difficile, voire très difficile, un sentiment bien évidemment d'anomie et de perte de repères, c'est clair, mais là où nous avons, de mon point de vue, trop souvent tendance à nous focaliser sur des variables idéologiques, nous gagnerions à, si vous voulez, désislamiser leur discours, parce qu'on a tendance, par exemple, à surislamiser le terrorisme. Il faut parler de délinquance et de criminalité. Il faut aller au-delà, il faut entrer dans la réflexion politique. Je m'explique. Vous avez, et j'ai pu en rencontrer, des personnes qui ont de manière très claire, et ça, on le retrouve pratiquement toujours, ça c'est une donnée qui est incontournable, un discours anti-impérialiste. Par exemple, le fait de s'en prendre à des cibles américaines, l'ambassade des États-Unis, des gens qui sont impérialiste par un adolescent qui a encore rien compris ni à l'histoire ni ça suffit, ça peut suffire. Livres pour essayer de distinguer. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait un entretien une fois avec une personne qui était donc entre guillemets on va dire un radical, et il m'a dit, cette personne m'a dit, moi parmi les personnes que je respecte le plus aujourd'hui sur cette terre, vous avez Hugo Chavez. Oui, d'accord, mais on lui inculque forcément ce discours. Est-ce que la personne que vous avez rencontrée avait le même âge que Mohamed Merah? Il n'était pas très loin. Il avait la vingtaine. Et vous pensez qu'on peut comprendre à cet âge les subtilités de l'impérialisme et de la... Mais très franchement, alors, les comprendre intellectuellement c'est une chose, les ressentir oui, de manière très claire. Vous avez cette dimension qu'on retrouve dans tous les domaines. Jean-Luc Bruguière, vous souhaitez réagir? Oui, sur ce parcours. La chance ou la malchance d'interroger plusieurs centaines de personnes qui étaient liées. Non, on a dû en arrêter plusieurs centaines, peut-être même davantage. Entre 96 et 2007, donc, et de toutes sortes. Alors, si vous voulez, je crois qu'un élément important, il n'y a pas de typologie. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est pas nouveau, en 96, 97. Il n'y a pas de constante que vous retrouvez j'ai pas vu de novation fondamentale entre 98 et 2007. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ce sont des groupes très éclatés. On a affaire à une espèce de nébuleuse. J'appelle ça, moi, une menace métastasique. C'est très vite. Ça se développe avec beaucoup d'opportunisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie. C'est le fait des rencontres fortuites, des éléments, un certain nombre de facteurs. C'est multifactoriel. Et pour ça que c'est très compliqué. Mais les rencontres fortuites, ce sont des gens qui était fondamental, qui est un peu moins, mais qui va l'être. Lui, c'est la référence, si vous voulez, c'est le problème des sachants, et ce sont les gens qui sont les référentiels. Quelqu'un qui part, par exemple, en Afghanistan, il revenait avec le label dit d'Afghan. Et il avait une possibilité extrême, donc, de mobilisation, de recours, etc. De référentiel. Parce que vous savez, dans ce domaine-là, on va vers l'imam de circonstance, celui qui est le sachant. Et ça, c'est important. Et ça a été un moteur très important. Il y a plusieurs choses. Il y a le passage donc dans les prisons, il y a la marginalisation, les problèmes psychologiques, il y a un certain nombre de facteurs. Et puis, il faut savoir que généralement, tous ces gens-là n'ont aucune connaissance de l'islam. Aucune. C'est-à-dire qu'on leur donne, ils sont extrêmement réactifs et très opposants. Dans l'affaire, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple que j'ai eu. C'était en 2003, les premières filières irakiennes. Un individu qu'on a arrêté, qui donnait des cours, et notamment qui justifiait ce qui était nouveau et qui n'existait pas dans la religion sunnite, donc radicale, c'est le retour au shahid, c'est-à-dire au suicide, on appelle les kamikazes. Et ils avaient envoyé en Irak pour créer une zone, un gamin de 14 ans qui avait été récupéré et dont le rôle était précisément de créer une base logistique pour permettre de partir là-bas. Donc vous voyez, on est sur quelque chose qui est extrêmement compliqué et aujourd'hui, bien sûr, c'est encore plus complexe, notamment avec les phénomènes d'autoradicalisation qui sont amplifiés par Internet. Abdelaziz Mendefraoui. Oui, je pense là, c'est là où la propagande rentre en jeu. Quelle propagande? C'est-à-dire toute la propagande djihadiste, spécialement la propagande audiovisuelle, c'est-à-dire la propagande, elle a réussi de créer une espèce de culture de djihad. Donc de jeunes déstabilisés, en effet, avec des profils très variés, avec des problèmes très variés, ils ont à travers cette propagande l'impression d'appartenir à une mouvance beaucoup plus grande, à quelque chose qui est un peu partout dans le monde. Donc ça donne la cohésion. À une cause, en fait. À une cause, ça aussi, mais aussi à une culture de djihad. Moi, j'ai par exemple analysé beaucoup le djihadisme aussi en Allemagne, mais j'ai aussi eu le malheur ou la chance de discuter avec des gens, des cheikhs
djihadistes qu'ils ont radicalisé toute une génération en Europe, par exemple à Londres, qui à l'époque pouvait encore Quand vous parler. dites radicalisé, c'est-à-dire qu'ils les ont poussés à la violence? Il y avait un cheikh à Londres, ou cheikh entre guillemets, un grand djihadiste londonien qui est aujourd'hui, Omar Bakri, qui est aujourd'hui au Liban. Il a dit non, je ne peux pas les ouvertement inciter à la violence ici, mais le djihad en Irak c'est légitime. Et regardez, nous on fait partie de vraiment une culture de djihad, on est nombreux. Et c'est qu'il me disait, moi je suis l'école primaire du djihad. Et ensuite, elles vont à l'université du djihad en Afghanistan, au Irak et tout ça. Donc cette culture du djihad, c'est presque chic pour certains jeunes. C'est plus très intéressant d'être punk, c'est plus très intéressant de faire quoi que ce soit. Donc cette culture du djihad leur donne la possibilité d'être dans une contestation totale, un peu en vogue dans ces minorités, contre la société occidentale de manière générale. Oui. Et en plus, dans le même sens, ce qu'on a vu depuis le 11 septembre, c'est Al-Qaïda est devenu une appellation non contrôlée. On a vu Al-Qaïda en Irak, Mésopotamie, Al-Qaïda au Yémen, l'AQMI bien sûr. Et là, une franchise. Une franchise. Et cette appellation non contrôlée permet à des groupes petits de se revendiquer d'Al-Qaïda et de mobiliser ensuite. Non, médiatiquement, mais quand je dis, à un moment donné où il suffit de se déclarer avec d'autres procédures, sur Internet et puis d'autres procédures pas très compliquées. Je veux dire, ce n'est pas alors Abdelazim conteste, et puis il a étudié de près la question. Al-Qaïda, c'est une image de marque très contrôlée. Par exemple, avant que le djihadiste algérien ont eu le droit de s'appeler Al-Qaïda au Maghreb islamique, il y avait toute une correspondance entre ce qu'on appelle Al-Qaïda centrale, si vous voulez, Al-Qaïda canal historique, donc sur déjà le nom, comment ils vont s'appeler, sur le fait qu'ils doivent améliorer leur communication visuelle, adapter la même symbolique. Mais où vous avez raison, c'est que des jeunes comme Mohamed Merah, là il y a une autonomisation, un jeune comme Mohamed Merah se réclame d'Al-Qaïda. C'est pas d'Al-Qaïda. Non, mais il l'a dit. Non. Si, il l'a dit. Il l'a dit quand même. Oui, il l'a dit. Mais c'est certainement pas Al-Qaïda, parce que lui, c'était certainement la chose la plus mauvaise pour l'image de marque d'Al-Qaïda. Alors, vous parlez beaucoup d'images, et nous a rejoint comme chaque semaine Julien Pain, et nous sommes en partenariat avec les observateurs de la chaîne d'information internationale France 24. Et vous allez vraiment à la pêche aux images sur les réseaux sociaux, par Internet et par vos contacts personnels avec ces fameux observateurs. Et vous êtes allé voir un petit peu que font ces fameux djihadistes un peu extrémistes, fondamentalistes. On est encore dans les questions de vocabulaire, Julien. Voilà, donc je vous fais un petit tour du monde de l'islam radical en images, et on va commencer avec une image qui nous vient d'Iran. Et ce que vous voyez là, c'est donc l'application de la charia dans la République islamique d'Iran. Donc on coupe les doigts des voleurs, jusque-là rien de très étonnant, sauf que l'Iran a introduit une petite spécificité, une petite modernité dans l'application de la charia, c'est que ça se fait maintenant avec une machine. Donc ils ont montré, ils ont communiqué, c'est de la communication sur une machine qui permet de couper les doigts des voleurs. On a demandé communication très dissuasive, hein, puisque... Je ne sais pas si c'est dissuasif ou pas, c'est un autre débat. Mais notre observateur nous dit qu'en tout cas, avant les élections, il y a une élection présidentielle en juin, il est récurrent que les autorités islamiques bandent les muscles et montrent qu'elles sont capables d'être impitoyables envers les voleurs. Je vais vous montrer une autre vidéo qui est tout aussi étonnante et qui nous vient de Grande-Bretagne. Écoutez un peu ce qui se passe sur cette vidéo amateur. Alors ça, c'est une patrouille islamique dans l'est de Londres. Alors évidemment, on n'est plus sur de la délinquance que de l'application de la charia, mais c'est des jeunes qui ont décidé qu'ils allaient se filmer en train de patrouiller dans leur quartier dans l'est de Londres pour empêcher les gens qui se baladent avec des bières de rester dans ce quartier qu'ils ont proclamé quartier islamique, et les jeunes filles qui avaient des mini-jupes, eh bien ils les faisaient aussi dégager du quartier. Alors ça paraît anecdotique, mais la police londonienne a quand même arrêté 2 personnes et ils ont décidé de renforcer leur patrouille dans ce quartier. On va finir en Syrie avec quelque chose... Avant de finir en Syrie, j'aimerais, dans le cadre de la communication, j'allais dire djihadiste, extrémiste, est-ce que ce genre de vidéos, le fait de voir des personnes être molester des jeunes femmes, les empêcher de s'habiller comme elles le souhaitent, est-ce que ça fait partie de l'image de marque qu'ils souhaitent développer à travers le monde ?
Non, je pense en Syrie, ils ont actuellement vraiment d'autres considérations. Ce qui est très intéressant au niveau de la propagande syrienne, qui a beaucoup d'impact parmi les jeunes musulmans de l'Europe, c'est qu'ils ont répliqué exactement le même code, le même langage visuel qu'Al-Qaïda en Irak, par exemple. On pense aujourd'hui, par exemple, c'est des propagandistes d'Al-Qaïda en Irak qui étaient très efficaces pour la mobilisation de jeunes musulmans pour le djihad en Irak, qui aujourd'hui donnent des leçons aux Syriens comment faire une propagande efficace pour collecter des fonds et pour avoir des recrues parmi les Européens. Mohamed. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes de profil jeune, si vous avez quelque chose à reprocher à la société dans laquelle vous vivez ou à l'ordre mondial, entre guillemets, vers qui vous allez? L'extrême gauche est un peu passée de mode. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des choses à reprocher à la société dans laquelle ils vivent et qui peut-être voient l'ordre mondial de manière un petit peu critique. Bien sûr. Ça veut pas dire qu'ils vont tous passer... Donc, par rapport, si on veut comparer par rapport aux années 60 ou 70, regardons, il est plus très jeune, à dire vrai, mais le parcours d'un Ilich Ramirez Sanchez, dit Carlos. Carlos était proche du Front populaire de libération de la Palestine, une cause que vous retrouvez dans le discours, par exemple, de Mohamed Merah. Regardez ses cibles, première chose. Regardez aujourd'hui l'empathie que peut susciter, par exemple, en Amérique du Sud, certains combattants dits islamistes radicaux par rapport aux cibles qu'ils choisissent. Donc, si vous voulez, ce sont des causes il y a un effet structurel au niveau mondial depuis des décennies. Donc, ne pensons pas qu'il y a, s'intéresser à ce qui se passe dans quelques quartiers européens ou du Moyen-Orient à un moment donné, c'est très bien. Mais les explications sont beaucoup plus globales. Ça, c'était la première chose. Et deuxième chose, si vous me permettez, peut-être est-il bon de déconstruire le concept de djihad. Bon, mettons de côté les débats purement religieux. Entre eux, le combat purement national, l'agenda nationaliste d'un groupe qui réclame le djihad, qui dit faire le djihad comme le Hamas dans les territoires palestiniens, entre un agenda beaucoup plus internationaliste, typiquement Al-Qaïda, vous avez une variété de mouvements, si vous voulez. Entre le Maghreb, vous avez des causes qui peuvent fusionner avec d'autres. Donc peut-être faut-il, à mon avis, revenir aux éléments les plus importants, comme ce discours auquel je faisais allusion, que s'intéresser aux images à proprement dit. Mais on va continuer quand même à s'intéresser aux images qu'a trouvé Julien Pas, parce qu'elles sont révélatrices. Et on va revenir sur la Syrie. Elles ne sont pas diffusées partout. Non, on va revenir sur la Syrie pour essayer de comprendre un peu quel est l'impact de ces djihadistes sur la révolution syrienne, parce que quel est l'impact qu'ils auront dans la Syrie post-Bachar el-Assad. Et ce qui est intéressant, moi je travaille beaucoup sur la Syrie, ce qui est intéressant c'est quand vous parlez avec des activistes sur le terrain, ils vous tiennent tous le même discours. C'est extrêmement contrôlé, ils ont une communication très contrôlée, et ils vous disent tous qu'en Syrie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sectarisme. On écoute notamment quelqu'un avec qui j'ai parlé par webcam, Hama, qui est un porte-parole des LCC, des comités de coordination locaux. Il s'appelle Moussad Al-Maïdi. Il y a des groupes djihadistes, mais la plupart sont syriens. Ce sont des musulmans conservateurs. Ils ont leurs propres raisons de combattre le régime, mais je pense que les médias étrangers ont une fausse image de ces gens. Ils s'attaquent aux chiites, aux chrétiens et aux alaouites quand ce sont des combattants ou des miliciens Shabiha. Ils n'ont aucun problème avec les civils. Dans l'armée syrienne libre, il y a des Syriens, il y a des chiites, il y a des druzes. Ce n'est absolument pas un conflit sectaire. Ça n'est absolument pas un conflit sectaire. Et ça, c'est pas lui qui le dit, c'est tous les gens à qui on parle en Syrie. Pourtant, si on regarde un peu ce qui se passe vraiment sur le terrain, et notamment Human Rights Watch vient de sortir un rapport qui dit qu'il s'attaque aux lieux de culte. Ça, il va pas vous le dire, l'activiste. Et ben, on a vérifié, je suis allé retrouver des vidéos. Regardez par exemple cette vidéo qui nous vient de la province d'Idlib. Qu'est-ce qui se passe sur cette vidéo? Eh bien, c'est un mausolée chiite. Et ce qu'on voit, c'est qu'on demande à un chiite de monter sur le toit et de détruire à la masse le mausolée qui va finir par s'effondrer. Et des images comme ça, on en a d'autres. Donc il faut faire attention. Il y a la communication officielle de l'armée syrienne libre et il y a ce qui se passe sur le terrain. Et je peux vous dire que c'est pas la même chose. Abdelaziz Medefraoui, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport aux printemps arabes? Mais très brièvement, oui. Moi, je suis très concerné par les Syries. Et je pense en effet, c'est-à-dire le jeune porte-parole, elle essaye de masquer certaines choses parce que c'est particulièrement bien qu'il y a des groupes qui ne sont pas du tout sous contrôle de l'opposition syrienne et qui sont vraiment des djihadistes globaux, qui sont extrêmement dangereux, qui s'intéressent. Il y a beaucoup de. Comment vous quantifiez cette présence djihadiste sur le terrain en Syrie? C'est très dur à quantifier, mais on pense, c'est-à-dire même l'opposition admet qu'il y a des djihadistes globaux qui ne s'intéressent pas à la Syrie, qui veulent vraiment déclencher une guerre civile pour créer leur petit émirat. Elles sont minoritaires, ça c'est sûr, mais leur pouvoir de nuisance, comme on a vu en Irak auparavant, est énorme. Oui, Julien?
Ils sont minoritaires, certainement, mais est-ce que ça ne serait pas les mieux armés et ceux qui remportent aussi des batailles? La question, c'est ça, c'est que nous, quand il y a une bataille remportée, c'est l'ASL qui remporte. L'armée syrienne libre. Mais qu'est-ce que c'est que cette armée syrienne libre? Qui combat? Est-ce qu'il y a un commandement unifié? Certainement pas. Oui. Si je peux me permettre, l'armée syrienne libre n'a jamais dit qu'elle commandait ces gens-là. Ces gens-là n'ont jamais dit qu'ils appartenaient à proprement dit à l'armée syrienne libre. Attention, il faut faire très attention. Si on veut revenir à la chronologie des événements de la révolution, de la révolte syrienne, ces groupes-là sont apparus dans un deuxième temps. Pendant très longtemps, pendant plusieurs mois en fait. Déjà, premièrement, il n'y avait pas de combat armé. C'était des manifestations, rappelons-nous, des danses dans certaines villes plus ou moins grandes en Syrie, des manifestations totalement pacifiques, réprimées de manière dure, sanguinaire et sauvage par le gouvernement syrien. C'est pour ça que c'est très important de revenir à l'élément d'État failli, si vous voulez, de nation en crise, de nation en déliquescence. Ces groupes-là ne seraient pas apparus s'il y avait eu une forme de régulation sociale et un encadrement, y compris militaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un débat. Faut-il armer la révolution syrienne entre ces groupes-là, plutôt certains de ces groupes, l'opposition, bien évidemment, le Conseil national syrien, qui en partie est influent en partie sur l'armée syrienne libre. Nous le savons, des pays du Golfe comme le Qatar ou comme l'Arabie Saoudite, dans une autre mesure, arment ces groupes-là. Si vous êtes, par exemple, un combattant désireux d'en finir avec le régime de Bachar el-Assad, vous allez vers les groupes, et là c'est pas forcément un profil djihadiste à proprement dit, qui a le plus de chances de vous laisser survivre, voire de vous donner la victoire. Donc il y a un effet purement rationnel, si vous voulez. À partir de là, l'idéologie passe au second plan. À partir de là, ça doit nous aider à réfléchir sur ce qu'on veut faire de la révolution syrienne. Jean-Louis Bruguière, vous voulez... Non, je pense que c'est tout à fait exact. Aujourd'hui, il est incontestable qu'il y a une tentative de confiscation par des groupes qui sont extrêmement radicaux. Et du reste, on voit la difficulté de positionnement des États-Unis, qui d'un côté soutient l'ASL et en même temps va mettre au banc des organisations qu'elle déclare terroristes. Donc il y a une espèce d'antinomie. Mais il est certain qu'on a un processus qui est un peu du style de ce qui s'est passé ailleurs, où on va avoir l'émergence et en tout cas probablement la victoire de groupes qui sont beaucoup plus organisés, beaucoup plus structurés et beaucoup plus efficaces militairement. Mais est-ce qu'il y a une comparaison à faire avec les révolutions qui ont eu lieu dans d'autres pays, même si la violence n'était pas de cette ampleur? C'est difficile, mais qu'on a l'impression que les mouvements dits islamistes sont arrivés, se sont greffés. Non, mais à je un pense mouvement que c'est le phénomène de populaire. confiscation. Il y a eu une contestation populaire et une contestation au départ qui a été bien décrite, qui était non armée, et qu'aujourd'hui à la finale, je pense qu'il y a un grand risque pour qu'il y ait une récupération par ces groupes radicaux. Julien Pain. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a d'un côté l'armée syrienne libre et de l'autre côté des djihadistes qui opéreraient en dehors. L'armée syrienne libre, sur le papier, ils ont un organigramme très précis, mais dans les brigades, si on regarde les brigades qui constituent cette armée syrienne libre, elles sont très différentes. Alors ils nous disent il y a des Druzes, il y a des Alaouites, il y a surtout des sunnites et il y a probablement des djihadistes. Moi je vous trouve un peu... Vous vous dites qu'il n'y a pas de djihadistes dans l'armée syrienne libre, ça j'aimerais bien le... Il y en a très peu, mais ça dépend de ce qu'on appelle déjà armée syrienne libre, si vous voulez, c'est un débat en soi. On a une vision très européenne, très occidentale. Si on simplifie pour les téléspectateurs une opposition au pouvoir de Bachar el-Assad, on peut dire, comme le dit Julien, dont une partie est djihadiste, très clairement. Oui, monsieur Elmili. Ce qu'il y a dans la relation avec le printemps arabe, ça c'est factuel. Il y a des armes qui ont été parachutées en Libye, payées par le Qatar, qui ont été retrouvées en Syrie. Certaines ont été interceptées par les forces loyalistes syriennes sur renseignements russes. Donc ça c'est factuel. Et ces armes ont été accompagnées par des djihadistes libyens. Et sur une chaîne de télévision, on interviewait un combattant contre la dictature d'El-Assad et qui parlait en arabe, c'est doublé en français, son accent était un accent libyen, qu'on reconnaît assez. Et là, pour les besoins de l'image, qui est une image franco-française, on a laissé passer ça. Moi, je voudrais faire une remarque générale sur le djihadisme. Tout à l'heure, on a déjà parlé de la mouvance islamiste qui est énorme. Maintenant, revenons au djihadisme. Le djihadisme n'est pas une chose homogène. Loin de là. Donc on a vraiment des djihadistes dans l'optique d'une lutte de libération nationale. On partie Hamas, mais certains éléments en Syrie aussi. Certains djihadistes libyens qui étaient vraiment dans une optique nationale, ils participent aujourd'hui au processus politique. Et en Égypte aussi, il y a de grands djihadistes qui ont formé des partis pour les élections, qui ont renoncé à la lutte armée. Le djihadisme global, entre guillemets, d'Al-Qaïda, c'est quand même un djihadisme très spécial. Et on peut considérer Al-Qaïda comme une secte. C'est-à-dire, tout leur but, c'est en fait
les attentats suicides, mais pas uniquement pour une certaine efficacité militaire, mais vraiment comme voie vers le salut. Donc Al-Qaïda, elle est complètement hors norme dans il n'y a pas de volonté d'arriver au pouvoir, il n'y a pas de volonté. Mais ils n'ont pas de projet de société. Al-Qaïda n'a pas de projet de société. Ils ne définissent pas. Donc il faut même global du califat mondial quand même qui a été initial par des émirats locaux. Enfin, ça reste toujours quand même le projet qui est la base, même si elle est irréaliste, mais globalement c'est le projet politique. Quoi. Oui, mais qui n'est pas nuancé, qui n'est pas explicité, il n'y a rien. Donc contrairement à des djihadistes libyens ou égyptiens, qu'ils ont soit renoncé à la lutte armée, ou soit qu'ils ont des buts très précis, et qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi beaucoup de djihadistes, ou une frange de djihadistes, qui sont complètement contre ces attentats suicides, qu'ils ont interdits en islam. Donc là aussi... Est-ce qu'ils sont contre toutes ces exactions qu'on peut voir, qu'a montré Julien, les machines à couper les mains et les doigts Est-ce que cette application très radicale de la religion... Là, je trouvais ça pas très heureux d'utiliser une image de l'Iran. Donc là, on ouvre tout à fait un autre débat encore. Les chiites, avec leur notion de martyr, leur conception politique, ils sont quand même très différents. Et là, c'est la violence. Notre but, c'est quand même comprendre les différences. Ça n'a rien à voir avec le martyr. Ça n'a rien à voir avec le martyr chiite. Là, c'est l'application de la charia. Le martyr, effectivement, le martyr, c'est important dans la culture iranienne. Mais là, on va voir d'ailleurs ce qui se passe au Mali en termes d'exaction et la peur des femmes dans un instant. Vous avez aussi un courant entre guillemets djihadiste au sein du monde chiite. Regardez le discours du Hezbollah ou des dirigeants iraniens. Mais je voulais continuer par rapport à ce que disait M. Bruguière sur le terme confiscation. Faisons très attention à ce terme-là. Sur un plan beaucoup plus général, beaucoup plus global, ces printemps arabes, ces révolutions arabes accouchent, si vous voulez, parfois d'un paysage politique où l'islamisme en général, mettons de côté le radicalisme violent, arrive plutôt au pouvoir. Il y a une raison très simple, c'est qu'ils font partie de la solution, du moins dans l'esprit d'un certain nombre de personnes qui vont voter pour ces partis, dans cette fenêtre ouverte par la chute des dictateurs, par exemple Moubarak ou d'autres. Donc c'est très important. Ça, c'est pas du tout la confiscation. C'est l'alignement à partir de structures démocratiques, du moins en termes de vote, de l'État sur la société. C'est parce que la société veut, pour une partie d'entre elles, veut des mouvements islamistes au pouvoir. Maintenant, sur la question des djihadistes, du moins pour l'instant, on verra après ce qu'il en sera ne serait-ce que dans quelques mois. Pour ce qui est des djihadistes, c'est pareil, mais à un degré encore moindre. C'est-à-dire, ils incarnent une petite partie du paysage politique, n'est-ce pas? Et par rapport à l'enjeu actuel, par rapport à la configuration, à la conjoncture actuelle, une partie de la population, par un effet d'aubaine, par un effet d'appel, s'identifie plutôt à ces mouvements qu'à d'autres. On verra ce qu'il en sera à l'avenir. Jean-Luc Bruguière. Pour préciser ma pensée, je pense qu'on ne peut pas contester, je suis tout à fait d'accord sur l'arrivée démocratique, par exemple, des frères musulmans en Égypte. Mais on ne peut pas contester que ça a permis, ça continue à permettre, parce qu'ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas lutter contre des franges qui, elles, sont fondamentalement radicales et qui jouent contre le processus lui-même. Parce qu'ils sont dans un ailleurs, au point de vue idéologique. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui. Parce que il n'y a pas vraiment, que ce soit en Tunisie ou que ce soit en Égypte, il n'y a pas de véritablement lutte, parce que c'est impossible, parce qu'il y a une certaine continuité qui existe malgré tout. Quand vous dites continuité, vous parlez de continuité idéologique et politique. Et puis d'affinité et de complications entre les individus et les groupes et des filières. De manière un peu simple. Du reste, on le voit bien, c'est un état de fait. Aujourd'hui, ces groupes sont beaucoup plus puissants et efficaces qu'ils n'étaient avant le printemps arabe. Non. On va regarder, revenir sur la situation au Mali et la peur de ces femmes maliennes, justement, d'un certain radicalisme religieux qui sévit dans la société. Regardez. Depuis ce matin, c'est presque devenu un rituel qui montre que la femme a retrouvé sa dignité. On est libre maintenant, on ne va plus porter la voile, c'est fini. On n'a plus peur. 9 mois, 10 mois de souffrance. Toko aussi a fait tomber le voile et elle veut que tout le monde le sache. La dictature des islamistes est terminée. Un jour, j'avais oublié de mettre mon voile. Un islamiste m'a alors frappé à l'épaule. Même quand on allait faire les courses, il fallait marcher lentement. C'est ce qu'ils nous imposaient. Un jour, ils ont tabassé mon mari alors qu'il n'avait rien fait. Moi, j'ai été arrêtée 3 fois. On m'a dit que je ne devais pas me faire des mèches, pas me maquiller, pas me mettre du rouge à lèvres non plus et que je devais m'habiller décemment. Cet homme vient nous interrompre pour jouer de cet instrument traditionnel, le zarka. Il l'avait tenu caché pendant 9 mois.
Mais plus grave encore, sur cette place, les islamistes ont coupé des mains et des pieds en application de la charia avec un couteau de boucher. Ensuite, les victimes étaient transportées dans cet hôpital. Les islamistes droguaient leurs victimes avant de les amputer. Lorsqu'ils arrivaient à l'hôpital, nous devions recoudre leurs plaies et leur faire un pansement. 9 hommes exactement ont été amputés des mains et des pieds par les islamistes. Depuis, ils ont été évacués vers Bamako où à l'heure actuelle, ils sont encore hospitalisés. Voilà des châtiments corporels et des exactions qui, évidemment, si on revient sur le plan interne en France, ne contribuent pas à faciliter la perception de la composante musulmane de France. Il y a eu d'ailleurs un sondage Ipsos récemment, Mohamed Ali Adraoui, intitulé « Fracture française » qui va dans ce sens. Alors, les fractures françaises ne sont pas que religieuses, mais oui, vous avez raison, de manière très encore conjoncturelle, il est clair que ce type d'image ne peut qu'inciter des personnes à penser qu'il y a, eh bien, entre guillemets, un danger lié à l'islam. Même si, de fait, les sondages et les études qui sont faits sur ces questions depuis des décennies montrent que la défiance par rapport à l'islam date au moins des années 80. Donc c'est un autre sujet, c'est beaucoup plus large. Disons qu'elle perdure. Elle perdure, elle peut trouver à être confortée de manière encore conjoncturelle avec ces événements, nous l'avons vu, c'est sûr. Donc à partir de là, la question c'est quand même la déconnexion, qu'on le veuille ou pas, ça c'est une solution je pense qui serait importante, notamment parmi nos élites, la déconnexion entre ce qui peut se passer en France, les musulmans, les citoyens français musulmans qui eux, à mon avis, n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui peut se passer au Moyen-Orient, en Afrique ou ailleurs, et cette vision globale essentialisée de l'islam comme un tout, alors que, je vais terminer là-dessus, la conclusion la plus simple, c'est que l'islam ça n'existe pas tout simplement. Abdelazim Defraoui. Oui, là je travaillais sur un projet de recherche sur le rôle des médias en conflit et dans des processus de paix. Et ce qu'on voit actuellement en France, c'est la couverture d'une guerre classique qui polarise énormément. Donc on montre qu'elle est spectaculaire, donc les exactions. On utilise une terminologie qui utilise le mot islamiste, islam. Donc ces exactions qu'on montre dans cette télévision très spectaculaire sans donner des explications très profondes, a des conséquences en France. Il polarise la société française plus en plus, il stigmatise. Je pense aussi que les médias et moi j'ai couvert comme journaliste ce genre de guerre, ont vraiment aussi le devoir de spectaculiser et mais en même temps, qu'est-ce que vous appelez parce que on montre sciemment ces images, il y a une tentative de manipulation ou non, c'est juste non, c'est une réalité de l'économie des médias. Ouais. Une guerre fait déjà vendre énormément. Vous avez les plus grands audimates, mais on montre pas les causes profondes de la guerre. On montre pas tous les nuances parce qu'on pense le spectateur ne comprend pas. Parce qu'il y a la force des images. Oui, ou le spectateur c'est trop compliqué. En fait, qui est-ce qui habite au nord du Mali? Il y a des Touaregs, il y a des Arabes, il y a des autres ethnies qui ont et ça on nous explique pas. Donc sous le mot islamiste terroriste, on met tout le monde ensemble. Peu à peu, on insiste sur la difficulté à distinguer tous les mots que nous avons cités en début d'émission. Oui, peu à peu, par exemple, on nous explique que la France va quand même négocier avec certaines fractions Touareg. Et au début de la guerre, on n'a même pas parlé de revendications légitimes de Touareg qui étaient en partie associés avec des djihadistes, mais qui ont quand même des revendications légitimes. On veut dire en France. Il y a des événements qui semblent anodins mais qui provoquent ce type d'amalgame. Je lisais dans la presse le Qatargate, un scandale, et là on parle du Qatar et les banlieues, du Qatar qui finance le Mijao notamment, du Qatar, et là le Qatar fait peur. Or, le Qatar, il y a quelque temps, il était très chic. Il achetait des hôtels bien placés. Bon, ils ont essayé de se récupérer, oui, de foot, mais depuis le Qatargate, qui est un incident qui n'a rien à voir avec le djihad, il y a eu des associations qu'on voit dans les débats, qu'on voit dans la presse, et ça, ce n'est pas forcément rassurant. Jean-Louis Bruguière ? Oui, je crois que vraiment on met le point sur un élément essentiel qui est le problème de la communication et l'aspect vraiment réducteur de l'information. Premier point. Et deuxième point, comme on vous parle, une émission comme celle-là,
va pas passer en prime time. Qu'est-ce qu'on voit en prime time? On voit en prime time des choses qui sont extrêmement rapides, bientôt, avec des sous-jacements, évidemment commerciaux ou mercantiles. Donc il est certain que les images arrivent extrêmement vite et les gens qui ne sont pas informés, bien sûr, ne savent pas la différence entre l'AQMI et le Mugao en Sardine. Ils voient des choses globalisantes et ça peut avoir des effets extrêmement pervers et dangereux, effectivement, sur des populations qui peuvent percevoir cela comme d'une façon très manichéenne, comme étant une menace globale, et notamment très négative vis-à-vis de l'islam. Donc je pense que, je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais incontestement la communication, c'est la raison pour laquelle ces réseaux djihadistes ont bien sûr maîtrisé de plus en plus la communication. Ils ont des boîtes de production maintenant, comme Ce qui est très important, c'est que les djihadistes adorent la polarisation. C'est vraiment jouer leur jeu. C'est-à-dire, si nous on polarise, les meilleures choses qui jamais arrivées aux djihadistes, c'était après le 11 septembre, où George Bush, président américain de l'époque, disait soit vous êtes avec nous, ou soit vous êtes contre nous. C'est comme le concept de guerre contre le terrorisme, qui est un faux concept. Incontestablement, parce que c'est pas une guerre. C'est pour ça qu'une solution, c'est de déculturaliser et, si vous voulez, ne pas prendre trop au sérieux, du moins sur un plan sémantique et intellectuel, les discours qui nous sont proposés. Il y a une offre de radicalité, il y a une demande de radicalité. Nous aimons nous faire peur. Nous aimons, c'est-à-dire qu'il y a une économie des médias, comme ça a été dit. Il y a aussi une politique des médias. Vous avez des partis politiques, vous avez des intellectuels, vous avez des faiseurs d'opinion qui aiment ce genre de sujet et qui y croient. Il y a aussi une idéologie chez nous. Donc à partir de là, le plus intéressant, à mon avis, la meilleure chose à faire, c'est de faire des émissions comme celle-ci, bien évidemment, et c'est d'expliquer, parce que derrière l'idéologique, derrière les images, il y a du politique, de la stratégie et il y a de l'intérêt. Merci infiniment, messieurs, pour vos analyses. Merci, Abdelaziz Meddifraoui. Vous retournez en Allemagne bientôt? En Égypte. En Égypte. On rappelle votre ouvrage Al-Qaïda par l'image. Merci Naoufel Brahim El-Mili. Le printemps arabe, une manipulation chez Max Milo. Merci au juge Jean-Louis Bruguière avec ce que je n'ai pas pu dire chez Robert Laffont et les 100 mots du terrorisme aux éditions des presses universitaires de France. Et merci à Mohamed Ali Adraoui, chercheur enseignant à Sciences Po, le salafisme du Golfe au bon lieu, tout un programme. On se retrouve dès la semaine prochaine. Vous pouvez évidemment réagir sur les réseaux sociaux et poursuivre ce débat. Au revoir.